Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de ça. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8. Bonjour à tous et à toutes. Pour notre dernière émission de la semaine, j'ai le plaisir de retrouver Anne et Laurent Champmassard pour continuer de parler autour de leur livre Libraires envolés, Bangkok Damas, édité à la bibliothèque dans la collection L'écrivain voyageur. Voilà, j'ai tout dit. Bonjour Anne et Laurent. Bonjour Nathalie. Bonjour tout le monde. Alors, dans votre livre, c'est vrai que vous traversez, en l'occurrence dans ce tome-là, vous traversez des pays quand même au quotidien très complexes et difficiles. Et que je trouve toujours admirable de voir ces populations, justement dans ce quotidien-là difficile, de trouver le courage et parfois la sagesse, voire une philosophie de vie que l'on a du mal à imaginer pour nous, qui vivons dans un pays en paix, par exemple. Et je pense aux Pakistanais, quand vous êtes invité chez des amis, là, au Pakistan, et qu'il y a une déflagration, que personne ne bouge, et qu'il y a juste quelqu'un qui se lève pour aller allumer la télé, et qui vous dit aujourd'hui c'est bombeux. Comme nous pourrions dire aujourd'hui on a un temps ensoleillé ou il pleut. Où il pleut. Alors, quand on est rentré au Pakistan, c'était en l'an de grâce 2009. Et c'est vrai qu'à l'époque, le pays était bombeux. C'était des troubles terroristes, tout ce qu'il y a de plus grave, quotidien. Et c'est vrai que c'était bombeux presque tous les jours, à savoir qu'il y avait... je ne sais pas, 3 ou 4 attentats terroristes à la bombe par semaine sur le territoire pakistanais. Alors que ce soit à Islamabad, à Lahore, à Peshawar, à Karachi ou dans d'autres villes du pays, c'était assez bombé. Une période obscure, des bombes qui touchaient soit des organisations internationales, des hôtels de classe, ou bien même des marchés où chacun va faire ses courses, ce qui faisait qu'en effet il y avait un climat qui était très tendu. Je me souviens même qu'une fois à Peshawar, un bus est passé et a arraché les fils électriques qui pendaient un petit peu au-dessus de la rue, et en passant donc les fils se sont arrachés et sont tombés en faisant des étincelles, et les gens ont tout de suite couru en pensant que c'était une bombe, et après tout le monde s'est rassurant en disant non mais c'est bon, ce n'est qu'un fil électrique qui était arraché. C'est vrai que la possibilité d'une bombe, ou qu'elle soit proche, qu'elle nous touche, ou qu'elle soit à quelques mètres de nous, était vraiment quelque chose de réel quotidien. La population y est soumise et est obligée de faire avec. Et en effet, elle dégage de cela une philosophie qui serait une philosophie, une espèce de sagesse qui dirait, eh bien écoutez, on fait avec, il y a des jours où c'est plus ou moins bombeux, et voilà. Bon, alors on peut faire avec, mais tout en ayant, tout en vivant dans la peur. Oui. Alors que eux, ils continuent de vivre. Ils vont juste allumer la télé pour voir peut-être, j'imagine, où c'est tombé, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquences. Oui. Mais c'est tout, quoi. En l'occurrence, quand on était chez ce n'était pas des amis, c'était des voisins d'hôtel, des voyageurs de commerce qui habitait juste à côté de notre chambre dans la petite pension où on résidait à Islamabad. L'hôtel, la cible de l'attentat terroriste de ce jour-là était un hôtel de classe internationale, un hôtel 4 étoiles qui a fait 55 morts, il me semble, dont l'ambassadeur de République tchèque au Pakistan. Mais les attentats ciblaient absolument tout et n'importe quoi. Ça pouvait être les entrées de mosquées, Oui, donc la population, enfin le Pakistanais... Une peur généralisée, mais en même temps est tellement quotidienne que les gens sont bien obligés de faire avec et de continuer de vivre. C'est ce qui se passe. Là, c'était presque un état de guerre, une guerre un peu particulière, mais un état de guerre. Les gens, il y a des pays en guerre et les gens vivent. Ils vivent malgré tout. C'est la vie, elle prend du terrain, même si les conditions sont terribles.
Et donc ça c'était au Pakistan, quoi. Oui, C'était c'était au Pakistan. en 2009, juste avant qu'on passe en Afghanistan. Et c'est à ce moment-là que justement une grande traque contre Ben Laden avait lieu. Et, Qui était en train de voilà, se se cacher, cachait, il était en train de se cacher dans les montagnes qui forment la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan. Donc c'était l'enjeu de toutes les stratégies géopolitiques, de toutes les haines, de tous les intérêts et contre-intérêts. Tout se focalisait là, quoi. Voilà. Tout se focalisait ici, et par concours de circonstances que bien sûr on n'aurait jamais été chercher. Notre passage au Pakistan a coïncidé avec cette période trouble. Et nous avons même passé la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan à quelques dizaines de kilomètres du foyer des combats destinés à attraper ou à mettre à mort Ben Laden. Alors, c'est vrai que pour eux, c'est leur quotidien et, comme vous dites, ils sont bien obligés de vivre avec. Mais vous, en tant que Français, comment vous l'avez vécu, ça, cette période ? Nous n'avons jamais eu peur, parce que nous ne sommes pas spécialement des gens qui ont naturellement peur. Mais de toute façon, si ça menaçait quelqu'un qui vit dans une zone géographique, bien que ne soit coupable de rien et qu'il ne mérite pas du tout son sort, pourquoi ça ne nous aurait pas menacé nous ? C'est-à-dire que si c'est le sort et la destinée de milliers et de millions de personnes, pourquoi ça ne serait pas la nôtre ? Bien évidemment, sans jamais chercher le danger, sans s'exposer, jamais du tout, bien au contraire. Mais cette réalité, qui est celle de 2 millions de personnes, on a voulu aussi s'en approcher. Et le partager, quoi. Oui, tout à fait. Et on allait en Afghanistan, encore une fois, sans jamais chercher le danger, en étant très prudent. On n'attirait jamais l'attention. On était vraiment avec la population, jamais avec les expatriés. Donc vraiment, on ne prend aucun danger. Mais c'était possible qu'on meure. Et je pense que l'Afghanistan se donne à ce prix. C'est-à-dire qu'encore une fois, sans chercher la mort et le danger, il faut éventuellement être capable. C'est possible, c'est une éventualité. On ne l'espère pas, on ne la cherche pas, mais c'est une éventualité. Et c'est pour ça que ceux qui vont en Afghanistan ou vraiment dans des pays en guerre ont des expériences aussi fortes, puisque vraiment là, l'existence... les choix et les découvertes ont une dimension qu'on ne peut pas trouver ailleurs. Alors, heureusement, tout votre voyage n'a pas été aussi tendu. Non, loin de là. Vous avez, il y a un pays qu'on n'a pas encore trop évoqué, mais que vous avez traversé, c'est l'Inde. Alors, vous avez quand même vous dites à Bombay, par exemple, c'est là où il y a le plus gros bidonville d'Inde, le Davari, un bric-à-brac de carton staphylococcique. Ça fait rêver, ça. Hein. Ah oui. C'est la triste réalité, oui. Une réalité qu'on retrouve un peu partout en Inde, mais de façon exacerbée aux alentours de Bombay, dans ce fameux bidonville. Donc, j'imagine, c'est un nid à maladie. Oui, ce sont des conditions de vie humaine effroyables. Une pauvreté immense, précarité, tout ce qu'on peut imaginer dans un bidonville, dans un pays qui déjà est pauvre. Voilà, la pauvreté au sein de la pauvreté, mais ça fait partie de l'un des... C'est une facette très importante de l'Inde, cette présence de la pauvreté, de la souffrance, de la déchéance, de la douleur. C'est quelque chose qui ne se cache pas en Inde. Ça fait donc partie... On la voit, ça peut-être que ça correspond, c'est pas un désir encore une fois, mais peut-être que ça correspond à une réalité politique évidente, et peut-être également à une vision du monde, qui accepte tout, autant la pourriture que le fruit. Donc c'est vraiment quelque chose de propre à l'Inde et qu'il convient de rendre à l'Inde. C'est vraiment quelque chose d'important dans ce pays.
Alors, vous avez quand même fait vous avez pris le train en Inde. Alors, c'est bien parce qu'en Inde, quand vous prenez le train, vous avez le droit au spectacle. Et donc, vous avez rencontré des... Alors, je prononce certainement mal, des hijras. Oui, des hijras. Des hijras. Hijras. Les Il y en a hijras beaucoup. Pas tellement. Alors surtout sur le flanc oriental de l'Inde, c'est-à-dire plus dans le Tamil Nadu et près de Madras, pour ceux qui connaissent le pays, au sud-est du pays plus. Mais on peut a priori les trouver partout dans le pays. Les hijras sont leur statut est un peu particulier. Déjà précisons que à chaque fois nous avions nous mettions un point d'honneur à toujours voyager dans les classes de train les plus basses, donc en l'occurrence dans la 3e, où se rencontrent toujours les types de voyageurs les plus intéressants. Donc les hijras circulent en 3e, et il s'agit de personnes que, a priori, nous avions pris pour des femmes, puisqu'elles étaient habillées en sari avec les attributs féminins habituels pour les Indiens, pour les Indiennes plutôt. Mais en fait, en s'approchant, ces femmes se sont révélées être des hommes. Ce sont en fait des transsexuels dont le genre est conditionné par une certaine forme de religiosité. Ce sont des transsexuels religieux, sacrés. Voilà. Donc, d'ailleurs, vous dites à Bombay, toutes les variations sur Dieu et les dieux sont sauf l'athéisme. Est-ce que l'athéisme en Inde en particulier, c'est impensable ou juste impossible ? C'est non constaté. C'est-à-dire que je ne dis pas que c'est impossible, on ne dit pas que c'est impossible, mais c'est juste qu'on n'a pas rencontré d'Indiens foncièrement athées qui revendiquaient cette étiquette. C'est-à-dire que aussi on a dit ça, sans doute qu'on peut penser l'athéisme, quoi que ça doit être assez difficile. Je ne doute pas qu'il y ait des personnes qui soient athées, qui aient fait la démarche intellectuelle d'arriver à l'athéisme et choisi cette façon de penser. On a surtout dit ça pour montrer que vraiment Dieu et les dieux, c'est-à-dire le divin, était si important en Inde que quelle que soit la modalité, la forme, le nom et que cette religiosité va prendre, il est très difficile de ne pas sentir quelque chose de sacré, de ne pas sentir le divin en Inde. Même chez les hijras, oui. comme on disait tout à l'heure. À la limite, tout est sacré. La transsexualité est vécue de manière tout à fait normale. Enfin, je veux dire, dans le train, elle se promène, ça choque personne. Par contre, l'athéisme est peut-être ça beaucoup plus sans doute que c'est stigmatisé, quoi. Peut-être que cette version transcendante du sacré conditionne profondément la société indienne, à savoir que il y a peut-être une forme de résignation ou de soumission à ce qui nous arrive, au destin, ou alors à la destinée, ou au fatum, ou bref, qui fait que les choses sont très difficilement changeables en Inde. Pour en revenir au train, on a constaté peu avant le passage des hijras, le passage d'une autre figure du train, à savoir cette fois un enfant, un garçon, qui avait 8 ou 10 ans, et qui s'occupait à laver le sol du wagon, très sale parce que les voyageurs voyagent plusieurs jours de suite au même endroit et puis génèrent beaucoup de déchets, mangent, etc. Et cet enfant donc passait dans le train et nettoyait le sol du wagon avec sa propre chemise et en échange recueillait quelques roupies en aumône. En Inde, ce comportement n'a choqué personne, c'était complètement admis et peut-être que très peu de personnes auraient vraiment vu dans ce comportement un problème social fondamental qu'il aurait fallu changer. Peut-être que cette sacralité omniprésente ou alors cette religiosité qui se constate partout participe à l'état de fait qu'on ne remet pas en cause. Une résignation qui n'est pas du tout, qu'on ne peut pas du tout lire
ni comprendre, ni expliquer, selon la grille d'un rationalisme ou bien d'une façon de penser qu'on pourrait dire européenne. C'est vraiment, alors là, pour le coup, pour rentrer vraiment dans la pensée indienne, il faut transformer complètement la façon de penser. On ne peut pas du tout passer par les mêmes canaux, ou bien ce serait réducteur d'un côté comme de l'autre. Et voilà, par contre, le divin est présent. Le divin est descendu sur Terre en Inde, et c'est à la fois terrifiant et merveilleux. C'est peut-être aussi ce qui leur permet d'accepter justement des conditions de vie parfois difficiles. Enfin, toute cette pauvreté, la vivre, l'accepter, se résigner, il faut peut-être une grande force de foi pour pouvoir... il faut une foi quand même très puissante, j'imagine, pour pouvoir réussir à continuer de vivre dans ces conditions. Pour transformer aussi ce qui est douloureux ou peut-être inacceptable en quelque chose de sacré. C'était le cas justement de ces hijras, puisqu'il y a un mythe qui explique pourquoi ils existent et qui ils sont. Néanmoins, bien souvent, ce sont des prostituées qui donc font un travail qui peut être considéré comme dégradant ou humiliant pour leur individualité, mais tout ceci est transformé par la dimension sacrée qui permet que les choses reprennent un sens et soient grandies. Et surtout qui empêcherait toute remise en cause de l'état de prostitution, de transsexualité. Oui, donc c'est encouragé aussi certainement par les autorités, quoi. C'est fondé sur le mythe et sur la sacralité, et l'autorité politique ou sociale n'a qu'à suivre parce que tout est sacré sur cette terre, en Inde. Il aurait fallu passer plusieurs vies là-bas pour... Oui, on est déjà resté très longtemps, tant le pays est énorme, mais vraiment c'est un monde total. On parle du sous-continent, c'est vrai que entre le nord et le sud, ou entre l'est et l'ouest, vous avez affaire à des Indiens complètement différents, enfin à un pays qui est complètement différent, quoi. Exactement. Déjà avec des dialectes, on en parlait dans la semaine, des centaines de dialectes. Des façons de manger différentes. Donc c'est presque on parle de sous-continent, mais c'est vrai que c'est plus qu'un pays, l'Inde, quoi. Oui. C'est une civilisation. C'est une civilisation. Oui. Bon, eh bien, écoutez, on n'a pas fait le tour, hein. Il y a encore, vous abordez encore plein d'autres pays, parce que là, on a surtout parlé des principaux, mais pour faire Bangkok, Damas, vous avez quand même parcouru quelques kilomètres. Oui. Donc, j'invite les auditeurs à jouer les curieux et à découvrir tout ce que vous avez bien voulu nous faire partager. D'autant plus que le livre se clôt sur un mariage. Ah oui. Ça, c'est la tonalité, romantique du livre, puisqu'il y a des histoires d'amour dans tous les livres, même dans les récits de voyage. Mais ça, c'est voilà, il faut aller la chercher. Elle se gagne cette histoire d'amour. Et je vous attends donc pour la suite. Pour la partie africaine, de votre récit, puis ensuite il y aura la partie américaine. Donc ce sera la suite logique. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci aux Nathalie. éditeurs de nous avoir accordé ce temps. Et puis on laisse place bien sûr à un peu de lecture comme d'habitude. Et puis on a une idée un petit peu de quand on aura la possibilité de lire Le prochain texte, donc, qui paraîtra encore aux éditions La Bibliothèque, collection Les Écrivains Voyageurs, et qui devrait s'appeler Présidérance floue, Le Caire Dakar, donc le volet africain. On pourra avoir le plaisir de le lire en 2021. Le mois n'est pas encore fixé. D'accord. Mais ce sera prochainement. Bon, très bien. Donc le suspense ne va pas durer trop longtemps. Non. Merci et puis à très bientôt. Merci. Au revoir. Anne et Laurent Champmassard, libraires envolés. Le chauffeur de rickshaw joignit ses paumes,
les plaça devant son front. Il crut nécessaire de nous souhaiter la bienvenue en Inde. Ainsi, quelque temps plus tard, dans la gare de Bombay, c'était l'excessif tableau du creuset géant des croyances. Hindouisme vishnouite ou sivaïte, krishnaïsme, parvatisme, shaktisme, plus ou moins tantrisé, sikhisme, bahaïsme, islam sunnite ou chiite, bouddhisme véhicule grand ou petit, christianisme de toutes eaux, jaïnisme, parsisme à Bombay, philosophie spiritualiste, panthéisme, yogisme, extatisme, œcuménisme à la Sri Aurobindo, à Auroville, toutes les variations sur Dieu et les dieux, sauf l'athéisme. Un grouillement tout aussi foisonnant et hybride se déroulait sur les quais bondés de la gare. Allongés sur des cartons, des centaines de personnes somnolaient, le bras replié sur les yeux, coudoyant les pieds noirs des coulis qui tractaient des chariots rouillés, les pieds pourris des mendiants, avec la clochette au bout du bâton, les pieds à sandales des maigres femmes aux yeux ardents, au ventre ridé, brandissant des mains où les veines saillantes se confondaient au dessin de la crasse, les pieds guettrés des policiers, bérets rouges, fusil à l'épaule, moustaches pleines de chic et tric au poing, avec quoi ils frappaient sur la plante des pieds les mendiants installés sur les margelles cimentées. En ce mois de mai, toutes les femmes, gamines comme vieilles, portaient dans leurs cheveux des guirlandes de jasmin qui pendaient sur leurs cous cuivrés, libérant un parfum froid et musqué qui bruinait. Dans le bruit moite de la gare de Bombay, ces pétales agissaient comme des condensations de fontaine, bien agréables en ce lieu et en cette heure. Aucune des femmes ne fumait. « Women don't smoke », disaient les jeunes filles. L'activité était réservée aux hommes, qui rallumaient sans cesse de petits cônes à fil rose, les bidis, dont l'odeur, tenant du papier d'Arménie, du tabac, du cuir, se mêlait au jasmin des femmes, par-dessus les relents mécaniques de la gare. Face au sillon de la voie ferrée, la société indienne guettait la survenue du train en se tenant les pieds, bagués, guettrés, noirs, pourris, sandalés, sur terre, par la force des choses. Place à la lecture dans Il était une fois un livre. Voir la mer, donc il s'est fait nommer en Bretagne, il était l'instituteur de Sarzeau. Avec Nathalie Ramage sur Fréquence 8.